historien qui est originaire de Saint-Ibéry, qui est dans l'Hérault. Donc un historien de notre région, spécialiste d'histoire contemporaine, notamment de la France et du Languedoc-Roussillon. Et il a publié une quarantaine d'ouvrages et plus de 130 articles. Alors à propos de ces ouvrages, il y en a un certain nombre qui sont ici. On peut citer dans le mouvement progressiste, et ceci depuis la Révolution française. Donc voilà, un ouvrage qui doit être tout à fait passionnant. Vous avez été, j'enseigne, professeur du second degré, avant de devenir professeur d'université à l'université de Perpignan de 1900. Vous avez également présidé le centre de recherche sur les problèmes de la frontière de 1986 à 1995, président également du centre d'histoire contemporaine du Languedoc méditerranéen et du Roussillon à l'université Paul Valéry de Montpellier 3, alors de 1989 à 1995, président de la conférence des présidents d'université de l'Académie de Montpellier, membre du Conseil national des universités de 85 à 87, et depuis donc 98, vous êtes donc à l'université Via Domitia, professeur émérite et membre du Centre de recherche historique sur les sociétés méditerranéennes, et également membre du conseil de gestion de la fondation de cette université depuis sa création en 2010. Voilà, vous vous êtes en particulier intéressé au mouvement ouvrier de la région, qui a cette caractéristique d'être lié à la culture de la vigne, à l'activité viticole. Alors d'abord parce qu'elle me donne l'occasion de revoir de vieux amis, ensuite parce que j'adhère totalement au cadre dans lequel se place mon intervention, une université populaire, c'est-à-dire une université ouverte à tous. Et enfin, le fait qu'il s'agit de l'université populaire du travailleur catalan me rappelle des souvenirs qui datent déjà des années 60, c'est-à-dire d'il y a environ un demi-siècle. Alors je vais donc vous parler du Front populaire pour son 80e anniversaire, et il se trouve aussi, mais je pense que vous le savez, que c'est aussi le 80e anniversaire de la création du travailleur catalan, puisque celui-ci est né le 25 juillet 1936, donc en plein Front populaire. Alors, dans mon exposé, je n'entrerai pas dans les détails, ce qui alourdirait peut-être mon propos, et je laisse ça pour la discussion, parce que je pense qu'il y aura quand même une discussion, pour revenir sur tel ou tel aspect, telle ou telle période de ces 4 ans, de 1934 à 1938, qui a vu d'abord le sens du Front populaire, la crise du Front populaire, et finalement la mort du Front populaire. Alors le Front populaire, donc, c'est un moment fort de l'histoire française du XXe siècle. C'est d'abord une victoire électorale. La victoire des partis de la gauche unie, Parti communiste, Parti socialiste, Parti radical. C'est pas simplement aussi une victoire électorale, c'est un grand mouvement politique et aussi culturel. Pendant 2 ans et demi, de mai 1936 à septembre 1938, le gouvernement de la France a été dirigé soit par un socialiste, soit par un radical, mais dans les 2 cas, il s'agissait toujours de coalition du Front populaire, soutenue par le Parti communiste. Le souvenir du Front populaire s'est estompé au fil des années, mais je crois que ce Front populaire nous interpelle encore. Pour les uns, à gauche, le Front populaire a été une période exaltante, une période qui a vu l'irruption des ouvriers sur la scène sociale et politique comme jamais auparavant en France. Et pour d'autres, les gens de droite, le Front populaire, c'est une période détestable, une période d'anarchie et de désordre, à un point tel que l'extrême droite française, en 1938-39, en était venue à dire plutôt Hitler que le Front populaire. Bref, le Front populaire, c'est un souvenir qui divise toujours l'opinion, mais la question qu'on peut se poser, est-ce que le Front populaire est toujours un modèle?
Je commencerai d'abord par brosser rapidement le contexte général français et européen des années 30. C'est celui de la conscience que la guerre de 14-18 a été un événement énorme et un événement traumatisant. 4 grands empires se sont écroulés. L'Empire turc, l'Empire russe, l'Empire allemand, l'Empire autrichien. Et cette guerre a été une saignée épouvantable pour l'Europe. 8,5 millions de morts. 1,4 million de morts en France. En totalité, des hommes jeunes et des hommes actifs. Et au-delà des apparences, l'apparence c'est la France qui est victorieuse, au-delà des apparences, donc la France, bien que victorieuse, a été très touchée. Et il en est résulté, pour la majorité des Français, un pessimisme ambiant qui touche pratiquement toutes les classes. Beaucoup vont diagnostiquer à ce moment-là, et pas simplement pour la France, une crise de civilisation. Une crise de civilisation, vous savez que ce concept a fait la fortune d'un certain nombre de penseurs comme Paul Valéry, et cette expression, en fait, je crois qu'elle résume assez bien l'atmosphère au lendemain de la guerre de 14-18. On entend un peu partout cette expression, plus jamais ça, plus jamais la guerre, plus jamais une guerre comme celle de 1914-1918. Et c'est dans ce contexte de morosité, de pessimisme, que les réactions face aux événements sont différentes. Les uns mettent leurs espoirs dans la révolution russe qui a réussi en 1917. C'est l'aile gauche du Parti socialiste qui se transforme à partir de 1920 en Parti communiste. Et pas simplement donc des gens politisés. Il faut penser qu'un auteur, un romancier comme Jules Romain a écrit un livre à ce moment-là qui s'appelle « Cette grande lueur à l'Est ». Cette grande lueur à l'Est, c'est dans la lueur de la révolution russe. Mais d'autres, certainement plus nombreux, se dressent contre cette révolution donc, qui commence en Russie et qui pourrait donc se répandre ailleurs. Et dès 1922, en Italie, s'installe au pouvoir le fascisme de Mussolini. En France, des ligues nationalistes et contre-révolutionnaires vont s'organiser, en Allemagne également, en Espagne, en Autriche, en Hongrie, au Portugal. Et c'est dans ce contexte troublé, sur le plan international, que surgit en 1929-1930 une grande crise économique. Et cette crise, donc, des années 30, qui est à la fois une crise économique, une crise sociale, une crise politique, cette crise donc, qui touche la France va être à l'origine donc, du Front populaire. Cette crise, c'est une crise d'abord de surproduction classique en régime capitaliste, avec son cortège de licenciements, de chômeurs. Les ouvriers sont touchés, bien sûr, mais aussi les autres classes moyennes, les paysans, les commerçants, les commerçants, les paysans. La crise économique se double rapidement d'une crise sociale. Les artisans, les commerçants, les paysans vont finalement considérer que les fonctionnaires sont en quelque sorte des budgétivores, et donc vont développer leur critique contre les fonctionnaires. Les paysans aussi vont manifester, et donc ces manifestations vont prendre des allures politiques, que ce soit de droite ou que ce soit de gauche. Et dans le cadre de cette crise, il y a très peu de grèves ouvrières. Pourquoi ? Parce qu'en période de chômage, il est évidemment difficile de faire grève. Par contre, ce qu'il y a, ce sont des marches de chômeurs. Des marches de chômeurs qui partent de Paris, qui vont vers le nord, ça dure plusieurs jours, des dizaines de kilomètres, parce que, en fait, les chômeurs n'ont pas une couverture sociale comme celle qui existe aujourd'hui. Donc, crise économique, crise sociale et finalement, crise politique. Le gouvernement est mis en accusation. Et à travers lui, c'est assez rapidement, pour beaucoup, le régime républicain qui est mis en accusation par la droite et par les organisations d'extrême droite que l'on appelle en France, à cette époque-là, les ligues. Parmi les thèmes de l'extrême droite, il y a les thèmes classiques de cette partie de l'opinion, c'est-à-dire le nationalisme, la xénophobie, l'antisémitisme, l'anticommunisme, on peut ajouter aussi l'antisocialisme. Il y a en quelque sorte en France à cette époque-là, dans une partie de l'opinion publique, une fascination pour le fascisme italien. Fascisme italien beaucoup plus que le fascisme allemand. La droite classique est même contaminée par l'extrême droite, et pas simplement la droite, mais aussi le Parti socialiste, qui perd une partie de ses membres. Sa tendance de droite, ce sont les néo-socialistes.
une partie de ces néo-socialistes vont vers le parti radical, mais une autre partie ira vers le fascisme. Aussi, d'anciens communistes, comme Doriot, qui quelques années encore auparavant était dirigeant du Parti communiste français, eh bien, vont faire le grand saut vers l'extrême droite fasciste. Si nous faisons le point sur la situation de la gauche au début de 1934, nous voyons que la formation du Front populaire a été extrêmement laborieuse, parce que les rapports entre les deux partis, Parti communiste et Parti socialiste, ne sont pas bons depuis le congrès de Tours. Depuis 1920, en effet, vous le savez, le Parti communiste et le Parti socialiste SFIO ne cessent de polémiquer, et la polémique est d'autant plus vive que ces deux partis n'en faisaient qu'un, bien sûr, vous le savez, avant le congrès de Tours de 1920. Et donc, à cette époque-là, la majorité des socialistes ont décidé de se changer de nom et de s'appeler Parti communiste, et donc d'affirmer un esprit révolutionnaire plus important que celle de la tendance, l'autre tendance qui est restée, donc avec le terme, l'expression de Parti socialiste. La différence entre ces deux partis n'est pas une simple question de dénomination. Officiellement, ces deux partis ont le même but, arriver au socialisme. Dans la pratique, ils divergent. Le Parti socialiste fait confiance à la voie parlementaire et il s'allie volontiers au Parti radical. Le Parti communiste veut surtout mener la lutte dans les masses et propose un changement de type révolutionnaire. Depuis le début des années 1920, la stratégie du Parti communiste, c'est de proposer un front unique ouvrier aux socialistes de la base, en même temps qu'on dénonce les dirigeants socialistes. Donc évidemment, c'est une stratégie qui n'est pas toujours facile à mener. Donc, la main tendue à la base socialiste, mais pas la main tendue aux dirigeants socialistes. Cette tactique a échoué. Et finalement, les deux partis ne cessent de polémiquer, les socialistes accusant le Parti communiste de mener une politique irresponsable, les communistes accusant le Parti socialiste d'avoir trahi les intérêts de la classe ouvrière par opportunisme. En 1932, devant la montée de l'extrême droite, les communistes vont créer un mouvement qui est peut-être un peu tombé dans l'oubli, qui s'appelle le mouvement Amsterdam-Pleyel. C'est un mouvement qui s'appuie sur des intellectuels, pas simplement des intellectuels communistes, d'autres qui sont de sensibilité socialiste ou radicale même. Et donc on essaye de développer une espèce de front commun. Finalement, il faut bien reconnaître que le succès a été limité. Et puis il va se passer des événements graves. Janvier 1933, Hitler arrive au pouvoir. Et Hitler arrive au pouvoir à cause de la division des partis de gauche. Et ça, c'est un événement qui va peser. Pour l'extrême droite française, le modèle est davantage Mussolini que Hitler. Mais il n'en reste pas moins que l'arrivée d'Hitler au pouvoir renforce le camp du fascisme. On discute beaucoup au Parti communiste comme à l'international communiste, qui est l'état-major des partis communistes du monde. Alors là, je crois qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est que le congrès de Tours en 1920, c'est un congrès qui donc aboutit à la descente du Parti communiste, mais sur une base très claire. Et cette base, c'est ce qu'on appelait les 21 conditions de l'international communiste. Et dans la 16e condition, il n'y avait que les communistes, les partis communistes du monde entier devaient accepter la stratégie de l'international communiste, c'est-à-dire donc de l'état-major, si on peut dire, de la révolution mondiale. Et ce qui veut dire que pour que le Parti communiste français lance une nouvelle politique face à cette politique, à côté de cette politique qui a échoué, c'est-à-dire de prendre la main aux ouvriers socialistes et pas aux dirigeants, eh bien, il va falloir quand même des conditions et il va falloir aussi qu'un certain nombre de gens prennent la responsabilité. Alors, à l'intérieur du Parti communiste, le secrétaire général, le jeune secrétaire général, Maurice Torres, qui a été imposé à la tête du Parti communiste par l'Internationale. Alors, cette Internationale, j'en dis un petit mot, tout le monde pense à Staline et il ne semble pas que Staline ait joué, je ne dis pas qu'il n'a pas joué du tout de rôle, mais il y a d'autres dirigeants internationaux qui ont joué un rôle, Dimitrov par exemple, le bulgare, Togliatti, un italien, et puis pratiquement le seul français, vous le connaissez bien, puisqu'il est à Perpignan, et qui s'appelle André Marty. Alors ces gens
Donc, c'est l'état-major qui réfléchit à la meilleure stratégie donc, pour les partis communistes. Maurice Thorez, lui, assez rapidement, devant le danger d'extrême droite qui devient très important, parce qu'il faut penser que toutes ces ligues ont souvent un aspect paramilitaire avec des défilés, des bagarres avec soit des gens de gauche, soit avec la police, etc. Thorez pense que, eh bien, il faut tendre la main au Parti socialiste et pas simplement, pas simplement à la base. Par contre, André Marty considère au contraire que, en fait, une alliance avec les socialistes, eh bien, ça n'est pas la bonne formule. Et on va retrouver les mêmes discussions au sein de l'internationale communiste. Une chose qui est souvent ignorée, c'est que l'internationale communiste avait des correspondants dans tous les pays. Et en France, il y avait un correspondant de l'internationale qui s'appelait Eugène Fried, plus connu sous le nom de Clément, et qui représente l'international. C'est un homme de la minorité juive de Slovaquie, qui parle admirablement le français, qui est très cultivé, et qui approuve la position de Thorez. Son rôle va être important, parce que la première fois que Thorez a présenté l'international communiste l'idée d'une alliance avec le Parti socialiste, André Marty, qui était à la tête aussi, parmi les dirigeants de l'international communiste, eh bien, a été de ceux qui ont dit non, il n'est pas question de faire une telle chose. Mais finalement, le correspondant de l'international à Paris, eh bien, a été tout à fait d'accord avec Thorez, et c'est un homme qui a joué un rôle extrêmement important. Et d'après Marcel Cachin lui-même, eh bien, il semblerait que le terme de Front populaire, on le doit à Clément, donc Eugène Fried, qui s'appelait dans la clandestinité, dans la semi-clandestinité, donc Clément. Alors, donc voilà où nous en sommes, lorsque se produit au tout début de 1934 un événement, apparemment un fait divers, un escroc qui s'appelle Stavisky, donc a beaucoup fait parler de lui. Il a fait des faillites retentissantes, il gagne beaucoup d'argent. Et bien cet escroc, inculpé dans beaucoup d'affaires, qui avait pris pour avocat des hommes politiques radicaux, il a réussi à éviter la prison. Et bien voilà qu'en janvier 1934, il est retrouvé mort dans un chalet de Chamonix. La justice va conclure au suicide, mais pour les ligues d'extrême droite, eh bien, ça n'est pas possible. Stavisky ne s'est pas suicidé, d'après elle, et il a été abattu par les policiers. Stavisky est d'origine juive. Et vous voyez évidemment tout ce que cet événement va avoir comme répercussion. Cette affaire va servir de prétexte à l'extrême droite pour finalement se lancer dans un assaut, non seulement contre les radicaux qui sont au pouvoir, mais aussi contre la République. Et nous arrivons ainsi au mois de janvier 1934, où les manifestations se multiplient à Paris, deviennent de plus en plus violentes, et le 6 février 1934, des milliers de manifestants convergent sur la Chambre des députés, se heurtent à la police, on tire des deux côtés d'ailleurs, parce que un certain nombre de manifestants étaient armés, il y a 15 morts, des centaines de blessés. Alors, ce 6 février 1934, c'est un coup de tonnerre, et pour la gauche, le 6 février, évidemment, c'est un événement qui va déboucher petit à petit sur un rapprochement des partis de gauche. Le 6 février, donc, tentative, alors on a dit tentative de prise du pouvoir, on ne sait pas trop si les ligues voulaient prendre le pouvoir, mais ce qui est sûr, c'est que si ces manifestants étaient entrés au Palais Bourbon, il est certain que beaucoup de députés de gauche auraient passé un mauvais quart d'heure et peut-être même ça aurait été pire. Donc, cette journée du 6 février, c'est un électrochoc. Et qui a comme conséquence aussi la démission du radical Daladier qui devait être investi par le gouvernement. La gauche voit donc dans le 6 février une tentative de coup d'État fasciste. Et cette analyse va conduire les partis de gauche finalement à se rapprocher. Ça va être très vite. 3 jours après, les communistes organisent seuls une contre-manifestation. Mais vous voyez, en fait, cette contre-manifestation, elle est à la fois contre les ligues d'extrême droite, mais aussi contre le gouvernement radical. Bon, ça c'est le 9 février. Finalement, 3 jours plus tard, le 12 février, manifestation socialiste, la CGT
organise une grève et le Parti communiste décide de s'associer à la manifestation socialiste. C'est le 12 février, donc, ce que va naître, ce n'est pas encore le Front populaire, mais c'est une unité qui était finalement réclamée un peu par tous les gens de ces deux partis de gauche. Et dans cette affaire-là, de nouveau, Torres a joué un rôle très important, toujours avec l'appui de Friet, et il est certain que cet appui a joué un rôle très important. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'international communiste, on s'interroge, est-ce que vraiment il faut faire ce pas? Est-ce qu'il faut donc passer d'une attitude révolutionnaire avec le but, donc c'est de renverser le capitalisme, ou alors est-ce qu'il faut considérer que le danger premier c'est le fascisme? Voilà, en fait, c'est ça, si vous voulez, le Front populaire. Donc, il faut choisir entre la révolution qui ne semble pas avoir, à ce moment-là, beaucoup de chance, ou alors une alliance de type défensif contre le danger fasciste. Et c'est cette nouvelle ligne politique adoptée par le Parti communiste en juin 1934 qui va triompher. Il y a à ce moment-là un certain flottement, à gauche comme à droite. Cette unité d'action, elle ne se fait pas facilement. Il faut faire des gestes. Et ces gestes, ce sont les communistes qui vont les faire. En octobre 1934, Torres propose aux radicaux, alors voilà l'expression qu'il est, un front populaire de la liberté, du travail, de la paix, face au front de la réaction et du fascisme. Voilà, si vous voulez, l'expression qui ensuite sera ramassée, Front populaire tout court, de la liberté, de travail et de la paix contre le fascisme. L'expression est née, et donc là, à partir de ce moment-là, il faut préparer les élections de 1936, à mai 1935, 1936, donc un certain nombre de contacts ont lieu avec les communistes et les socialistes, mais aussi avec les radicaux. Et alors, parallèlement, cet événement est assez important, parallèlement, donc, au niveau gouvernemental, il y a un rapprochement qu'on a souvent oublié, qui est quand même assez important. Au mois de mai 1935, le chef du gouvernement français, qui s'appelle Pierre Laval, ne regardons pas ce que Laval est devenu plus tard, on est en 1935, Laval signe avec l'URSS un pacte d'assistance mutuelle implicitement dirigé contre l'Allemagne derrière. 1935, mois de mai 1935. C'est-à-dire que là, il y a un rapprochement entre l'URSS et la France radicale, la France donc bourgeoise. C'est clair, donc pour le communisme international, le fascisme est devenu l'ennemi numéro un. Et le Parti communiste vote pour la première fois de son histoire, en 1935, des crédits de guerre. Jusque-là, il avait toujours refusé de voter des crédits de guerre. On voit apparaître aussi des choses nouvelles. Les communistes exaltent non plus simplement le drapeau rouge, mais aussi le drapeau tricolore. Et tous ces actes vont faciliter la constitution de ce Front populaire, et qui va culminer le 14 juillet 1935, oui, dans une énorme manifestation à Paris, où les trois leaders, Torres pour les communistes, Blum pour les socialistes et Daladier pour le Parti radical, vont apparaître donc comme les chefs de ce qui est en train de se mettre en place, et dont le nom officiel est le Comité national du Rassemblement populaire. C'est tellement long que finalement, eh bien, tout le monde a dit Front populaire, le nom officiel, Comité national du Rassemblement populaire, ce qui n'est pas évidemment très attractif. Front populaire, ça. Le Front populaire donc est né. Alors, contrairement aux idées reçues, le Front populaire, ça n'est pas l'alliance simplement de ces trois partis. Il y avait une centaine d'organisations dans le Front populaire. Il y avait de petits partis qui n'étaient ni communistes socialistes, mais qui étaient entre les deux. Il y avait aussi le syndicat, la CGT, qui était plutôt réformiste, et à côté le CGTU, qui était donc, où il y avait les gens les plus révolutionnaires, en disant les communistes, et puis finalement, la CGT va se réunifier, et va donc devenir syndicat plus fort. Il y avait aussi la Ligue des droits de l'homme, enfin, je vous dis, toute une série d'organisations. Alors, évidemment, quel va être le programme? Quel va être le programme pour les élections de 1936? Les socialistes proposent beaucoup de nationalisation. Mais tout de suite, on s'aperçoit que les radicaux sont réticents. Pourquoi?
Parce que les radicaux, en fait, ont une clientèle dans les classes moyennes. Les artisans, les commerçants, peut-être aussi la paysannerie. Et finalement, les radicaux vont obtenir le soutien des communistes parce que le but du Parti communiste, c'est de constituer une alliance avec les classes moyennes. C'est-à-dire ne pas laisser les classes moyennes, donc en dehors, peut-être trop de nationalisation pourrait les effrayer. Alors le programme va comporter une partie politique et une partie économique. La partie politique, c'est la dissolution des ligues d'extrême droite. Donc, je vous ai dit qu'elles avaient souvent un côté paramilitaire, dangereux, la défense de l'école laïque, bon, et une enquête sur la situation économique. Ça, c'est assez intéressant, parce que souvent, on l'oublie, et ça a joué quand même un rôle important. Et sur le plan économique, augmentation des salaires, réduction de journée de travail, retraite des vieux, nationalisation des industries de guerre. Alors, pour l'opinion de gauche, finalement, le Front populaire, c'est un petit air d'alliance que l'on voyait depuis le début du siècle, c'est-à-dire le cartel des gauches, ou le bloc des gauches, etc. C'est un peu une alliance classique. Et c'est ce qui fait que cette alliance, le Front populaire, va rencontrer cette tradition d'union des gauches que l'on avait déjà vue à plusieurs reprises. Les élections de 1936. Et les élections de 1936 sont un grand succès pour le Front populaire. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques bémols. D'abord, ces élections se déroulent dans une atmosphère passionnée. Donc, d'un côté, les gens du Front populaire, et de l'autre côté, un bloc du centre et de la droite. L'intervention la plus remarquée à cette époque-là a été celle de Maurice Thorez à la radio, qui appelle à l'union les catholiques et les anciens combattants. Pourquoi les anciens combattants? Parce que pas mal d'anciens combattants étaient dans ces ligues d'extrême droite. Et donc, l'idée, c'est de ne pas les laisser, à l'abandon entre les mains de ces chefs de ligue. Et Thorez déclare cette phrase, qu'on cite souvent: nous te tendons la main, catholique, ouvrier, employé. Bon, c'est ce qu'on appelait la politique de la main tendue. C'est un peu le nouveau visage du Parti communiste. Les résultats de ces élections. Un net succès en voix, un net succès en député aussi du Front populaire, qui devient majoritaire. Quand on regarde de plus près, le Parti socialiste n'a pas gagné de voix, mais il n'en a pas perdu. Le Parti radical en a perdu. Le Parti communiste a beaucoup progressé, mais il venait tellement de bas que finalement, il n'est pas dans le numéro 1, il est derrière le Parti socialiste. Puisque nous sommes à Perpignan, un petit mot sur les Pyrénées-Orientales, où là, c'est intéressant parce qu'on va comprendre que les choses vont être compliquées. Les élections de 1936 sont marquées donc dans la région, dans le département, par la division du Parti socialiste. Il y a des candidats dissidents. Et par un progrès important du Parti communiste, le Parti radical se maintient à peu près. Alors au second tour, c'est là que les choses se compliquent. Il y a 3 circonscriptions, Perpignan, Prat-des-Cérés. À Perpignan, le candidat radical, Delcos, se maintient contre le candidat communiste qui est arrivé devant lui, Roch. Et Delcos est élu. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu un avertissement. Et c'est un avertissement. À Cérés, les radicaux refusent de se désister pour un socialiste pareil. Mais grâce aux voix de communistes, pareil est élu. Et à Prades, c'est les socialistes eux-mêmes qui se sont disputés, et c'est le dissident, Rousse, qui est élu. Peut-être certains d'entre vous, ces noms leur diront quelque chose. Le candidat communiste à Prades, à Perpignan, c'était Roch, à Prades, c'était Pierre Terrat, et à Prades, à Cérés, pardon, oui, c'est ça, et à Prades, c'était André Jean. Donc, ce sont des gens que j'ai connus d'ailleurs, je les avais interviewés, puisqu'ils ont eu une très longue carrière politique, et encore 30 ans après, ils occupaient des postes. Et Jean, en particulier, a joué un grand rôle pour l'aide aux républicains espagnols. Apparemment, le Front populaire triomphe. Et quand on y regarde de près, d'abord, la droite n'a rien perdu. Et surtout, on s'aperçoit qu'au second tour, une fraction de l'électorat radical se montre hostile au Front populaire. Et dans le cas d'un duel gauche, socialiste ou communiste, contre la droite, l'électorat radical a choisi la droite à 40%. Vous voyez, ça signifie que finalement, le Front populaire est légèrement minoritaire dans l'opinion,
mais pas au Parlement, où là, évidemment, il est tout à fait victorieux, bien sûr, il est beaucoup plus fort, mais il se fait échapper à la plupart des contemporains. On a cru qu'il y a eu un raz-de-marée en faveur du Front populaire, alors que ce n'était pas du tout un raz-de-marée. Alors cette victoire électorale est suivie par une vague de grèves. Jamais on a vu autant de grèves dans l'histoire du pays. Pourquoi ces grèves? Ces grèves, d'abord, quelque chose de peu fortuit, si vous voulez. Ces grèves sont d'abord une réponse ouvrière au licenciement opéré à la suite du 1er mai 1936. À cette époque-là, le 1er mai n'est pas la fête du travail, c'est la fête des travailleurs, c'est tout à fait différent. C'est une journée de revendication, ce n'est pas une journée chômée, ça viendra plus tard. Donc, et les ouvriers qui ont fait grève le 1er mai, le 2 mai, eh bien, un certain nombre d'entre eux, notamment les dirigeants syndicaux, sont licenciés, parce que il y a eu le premier tour des élections quelques jours avant, et il va y avoir le deuxième tour le 3 mai. Donc, cette circonstance va avoir des conséquences très importantes parce que, entre les deux tours des élections législatives, à la veille du dimanche 3 mai, des ouvriers apprennent qu'ils sont licenciés le 2 mai pour avoir fait grève le 1er mai. Et c'est ce qui fait que il va y avoir une réaction ouvrière et que les premières grèves vont éclater au lendemain du 3 mai. En fait, les premières grèves, c'est pour aider, donc pour obtenir la réintégration des ouvriers qui ont été licenciés, donc entre les deux tours. Et puis, le mouvement va partir. Il va partir dans les usines d'aviation, où les licenciements vont être importants. Et le deuxième élément qui explique ces grèves est d'ordre politique. Le nouveau gouvernement a de la peine, si on peut dire, à se mettre en place. Alors c'est tout à fait conforme à la Constitution, mais ça inquiète beaucoup les ouvriers. Ils se disent, mais on va être peut-être frustrés, la victoire, pourquoi le nouveau gouvernement ne se réunit pas? Et ces grèves sont donc aussi des grèves de l'impatience, des grèves de la défiance à l'égard des choses que l'on connaît mal au plan politique. Plus profondément, on a pu dire que ces grèves de 1936, c'était un cri de délivrance, une réaction à des années de fatigue, d'oppression, des années où il a fallu plier les chines. Cette fois-ci, on se redresse. Vous savez que les économistes, pas simplement les économistes, les spécialistes de sciences politiques ont beaucoup étudié les grèves. Et on sait maintenant qu'une grève ne s'explique pas simplement par des revendications. Plus profondément, la grève, c'est le dénouement des tensions qui existent dans les entreprises. Car les entreprises sont des lieux de tension. Les grèves de 1936 illustrent parfaitement cette analyse. La grève, c'est le dénouement conflictuel de tensions qui existent depuis longtemps. Et évidemment, elle est aussi la revendication d'une situation nouvelle. C'est aussi une affirmation de la dignité, de la reconnaissance, donc de la reconnaissance de ce que on appelle à l'époque, aujourd'hui le terme n'est pratiquement plus utilisé, la classe ouvrière. Enfin, un dernier élément rendu la grève possible, c'est le rôle des organisations syndicales, c'est-à-dire la réunification de la CGT avec la tendance réformiste et la tendance plus révolutionnaire. Et donc, il est certain que cette nouvelle CGT est beaucoup plus forte que les deux anciennes CGT et CGT unitaires. Ces grèves se manifestent, vous le savez, par l'occupation des usines et des bureaux. Le second caractère de ces grèves, c'est la confiance la plus totale que les grévistes manifestent à l'égard du Front populaire. Les syndicats aussi, troisième aspect, se développent d'une façon extraordinaire. La CGT réunifie avait à peine 1 million d'adhérents. En quelques semaines, elle arrive à 2,5 millions. Et en juin 1937, elle aura 5 millions d'adhérents. Il est intéressant de voir que la Confédération française des travailleurs chrétiens, elle est complètement marginalisée dans cette affaire. On ne la voit pas. On la voit, elle n'existe pratiquement pas. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'elle ne sera pas convoquée quand il y aura des accords, les accords Matignon, où le patronat rencontrera les syndicats. Ces grèves, en fait, sont des grèves de la joie. On danse dans les usines occupées. Ces grèves expriment une force tranquille. On affirme sa force, mais on n'en abuse pas. Il n'y a pas d'incident, ou très peu. Il faut dire que la police et l'armée sont invisibles.
dont est visible le gouvernement est à l'époque un gouvernement radical. Et donc, si vous voulez, d'une certaine façon, c'est quand même un gouvernement qui n'est pas opposé au Front populaire. Ce sont les accords Matignon, signés le 5 juin 1936, qui vont mettre un terme aux grèves. Matignon, c'est, vous le savez, la résidence du président du Conseil, et c'est ce jour-là, donc le 5 juin, que le gouvernement Blot, composé de ministres socialistes et radicaux, obtient la confiance de l'Assemblée. Alors les communistes ont été sollicités pour envoyer des représentants comme ministres, et les communistes ont refusé. Ils ont refusé, ils ont dit on va soutenir ce gouvernement, mais on n'entre pas. Est-ce que, avec le recul du temps, d'un point de vue communiste, c'était une bonne chose? Ça pose, en tout cas, la question mérite d'être posée. Le soir même de la réunion du gouvernement de Blot, le patronat sollicite du gouvernement une réunion immédiate avec la CGT. Et cette réunion a lieu à l'hôtel Matignon, et autour d'une table, on discute. Le patronat va accepter plusieurs choses. Une augmentation générale des salaires, la création de délégués d'atelier, des contrats collectifs du travail, et surtout le fait qu'il n'y aura pas de sanctions pour fait de grève, c'est-à-dire la réintégration de tous ceux qui ont été donc renvoyés pour cause de grève le 1er mai. Mais alors le problème, c'est que le travail ne reprend pas immédiatement. Il ne reprend pas immédiatement, il ne reprendra qu'après des accords branche par branche, et quelquefois les augmentations de salaire seront très importantes. On a vu des augmentations de 20%, de 50%, et dans quelques cas assez rares, 200%. Et dans la semaine qui suit les accords Matignon, on va même noter une recrudescence des grèves, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, certains se sont dit, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin? Et c'est en fait le sens de la phrase d'un dirigeant socialiste d'extrême gauche, trotskisant, peut-être plutôt que trotskiste, mais en fait trotskisant, Marceau Pivert, qui dit « tout est possible ». C'est-à-dire qu'en fait, à l'extrême gauche du Parti socialiste, il y a des gens qui disent « mais ça ne suffit pas d'avoir un gouvernement populaire, tout est possible, c'est-à-dire peut-être on peut aller vers une révolution ». En fait, cette prise de position est très minoritaire. Très minoritaire, la CGT n'est pas d'accord, le Parti radical non plus, le Parti communiste non plus, et la majorité du Parti socialiste aussi, qui considère que ce serait une politique aventuriste, et surtout, ça ne serait pas finalement conforme au but qu'a fait le but du Front populaire, c'est-à-dire donc une alliance de type défensif contre les ligues d'extrême droite, avec évidemment un programme social, c'est évident. Et alors, c'est à ce moment-là que Torres, aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il a fait des discours importants, je parle de lui parce que souvent c'est resté dans la mémoire collective. Le 11 juin 1936, il a fait son fameux discours avec cette phrase « Il faut savoir terminer une grève ». On s'arrête souvent là. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue. Quand même, on s'aperçoit que le deuxième membre de phrase est extrêmement important. Finalement, le travail va reprendre. Alors, le Parlement va voter alors toute une série de lois en faveur des ouvriers. On établit la semaine de 40 heures, sans diminution de salaire. Et puis alors, voilà quelque chose qui surgit. Les congés payés. 12 jours ouvrables de congés payés. Alors, là, c'est un problème. Dans les livres sur le Front populaire, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Il semble, je ne suis pas affirmatif totalement, d'ailleurs aucun historien l'est, que c'est Blot qui, dans la conversation, dans les débats, a proposé les congés payés. Il faut savoir que les congés payés à cette époque-là, c'était toujours une revendication syndicale, mais on ne se battait pas vraiment pour les congés payés. On se battait pour les augmentations de salaire. Voyez, mais on ne se battait pas pour les congés payés. Ce qui fait que ces congés payés vont devenir, évidemment, donc un élément en quelque sorte emblématique du Front populaire. Le gouvernement et les députés sont tout à fait d'accord pour généraliser ces mesures. Il y a aussi des mesures, pas simplement pour les ouvriers, mais pour les paysans. On crée un office du blé,
pour essayer donc de stabiliser les prix. On nationalise les industries de guerre, on démocratise la Banque de France, on prolonge la scolarité obligatoire qui était jusqu'à 13 ans, elle passe à 14 ans, on crée un sous-secrétariat d'État au sport, qui est confié au socialiste Léo Lagrange, tout le monde a entendu parler de Léo Lagrange. On crée aussi le Conseil national de la recherche scientifique pour pallier la carence des universités de l'époque en ce qui concerne la recherche. Avec l'université, ça sert donc au niveau de la pédagogie, au niveau de cours, mais aussi il doit y avoir un aspect, le volet recherche. Et à l'époque, le volet recherche n'était pas très important. Et finalement, on crée à côté ce CNRS qui donc remplace les universités sur ce plan-là. Ça ne veut pas dire qu'elles ne font pas beaucoup de recherche, mais elles n'en font pas tellement, et surtout beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et puis le Front populaire, c'est aussi un esprit nouveau. C'est une espèce de mystique, si vous voulez. Il apparaît que le Front populaire, pour certains, c'est le début d'une ère nouvelle, symbolisée par les auberges de la jeunesse, par les maisons de la culture. Les maisons de la culture où un certain nombre d'intellectuels vont s'engager en masse. Des gens comme André Gide, comme André Malraux, Aragon, Romain Roland, Jean Renoir, avec son film La Marseillaise, qui va être un peu emblématique de cette période du Front populaire. Alors, pour la première fois, des milliers d'ouvriers vont partir en vacances. Alors là aussi, il faut peut-être tuer un mythe. Il n'y en a pas beaucoup qui sont partis loin. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'infrastructures. Certains sont partis en tandem. On a fait des photos, on en a beaucoup parlé. Finalement, c'est quelques milliers. Souvent, les gens sont partis quelquefois dans la famille, quand ils avaient de la famille ou autre. Mais il est certain quand même que c'est en plus, si on peut dire, que c'est congé payé. Cet esprit nouveau se manifeste aussi aux colonies. Alors aux colonies, il y avait quand même depuis pas mal d'années des Algériens, des Indo-Chinois, des Marocains, etc., qui essayaient d'obtenir des mesures d'autonomie et quelquefois même d'indépendance. Et il y avait des milliers de prisonniers politiques algériens, Indo-Chinois notamment, et ces milliers de prisonniers politiques vont sortir de prison. Donc, pas d'indépendance. Il y a eu un projet aussi, porté par Violette, un projet dans un premier temps d'autonomie de l'Algérie, qui a été bloqué par les colons. Il n'en reste pas moins que le bilan de l'été 36 est tout à fait impressionnant. Mais dès le mois de juillet, les difficultés vont commencer. Et ces difficultés sont de plusieurs ordres. La première de ces difficultés vient de la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne qui éclate le 18 juillet 1936. Ce jour-là, une partie importante de l'armée espagnole se soulève contre le gouvernement républicain, le gouvernement de Front populaire, et dès le début, on apprend que Mussolini aide les rebelles de Franco. Et cette guerre civile va immédiatement diviser les Français. D'abord, à droite et à l'extrême droite, eh bien, on choisit le camp franquiste. Pour ces gens, le Frente Popular n'est pas autre chose que le Frente Crapular. Pas peine de traduire. Au contraire, à gauche, on considère qu'en défendant le Front populaire espagnol, on défend aussi le Front populaire français. Et la droite va jeter tout son poids dans la balance pour empêcher une aide de la France à la République espagnole. À gauche, le Parti communiste propose une aide matérielle immédiate à la République espagnole. Les socialistes sont d'accord. Le Parti socialiste est d'accord, et puis une minorité des radicaux. Mais ce qui se passe en quelques jours, c'est qu'on s'aperçoit que les choses peuvent être très compliquées. D'abord, le gouvernement britannique, allié du gouvernement français depuis la Première Guerre mondiale, penche plutôt vers les franquistes. Donc l'idée des Anglais, c'est de dire au gouvernement français, écoutez, vous êtes plutôt du côté du gouvernement de Front populaire, nous on est plutôt de l'autre côté, du général Franco, finalement on ne bouge pas, on ne fait rien. Et ce qui a fait que Blum a accepté ce qu'on va appeler la non-intervention, c'est que le parti radical en France, en dehors de son extrême gauche, représenté par un député dont on reparlera, qui s'appelle Pierre Cotte, en dehors de Pierre Cotte et de ses amis, eh bien, en fait, le parti radical n'est pas aussi prêt à se lancer dans une aide officielle à la République espagnole. Alors, malgré tout, il va y avoir, Blum est d'accord,
est d'accord pour que, d'abord, on livre les armes qui étaient promises au gouvernement espagnol. Et qu'ensuite, eh bien, les autorités françaises vont donner des ordres aux douaniers, aux policiers qui sont aux frontières pour fermer les yeux. Et il va y avoir un certain nombre donc, de trains qui vont aller de l'autre côté. Mais souvent, ça sera je dirais presque des armes légères, vous voyez, pas beaucoup de canons, pratiquement pas d'avions. C'est ce qui fait que c'est là que André Malraux a commencé à se faire connaître, puisqu'il a franchi les Pyrénées pour amener donc des avions à. Et alors, une chose aussi qu'on ne sait pas, c'est que finalement, Blum a créé une structure totalement secrète, avec nommé Cousin, qui est socialiste assez connu, et puis un chef de cabinet du ministre de l'Air, qui est Pierre Cotte, donc un homme aussi tout à fait insignifiant, qui s'appelle Jean Moulin. Et Jean Moulin va être pendant plusieurs mois la cheville ouvrière de cette contrebande officielle qui a envoyé en Espagne aux républicains des armes au maximum. Et ça a duré quand même pas mal de temps. Tant que Blum a été là, eh bien, alors ce cousin était au cabinet de Vincent Auriol. Donc, si vous voulez, c'est au niveau le plus élevé que finalement on organise une contrebande. Et c'est cette cellule clandestine donc, qui a eu pour tâche d'acheminer des armes en Espagne. Mais les difficultés sont aussi politiques. La droite et le patronat ont très mal supporté les occupations d'usines. Le patronat a vu ses charges augmenter en même temps que son pouvoir dans l'entreprise diminuer. Il rend Blum responsable d'une haine tenace, une haine durable à son égard. Et puis, alors, la nationalisation des industries de guerre est présentée dans la presse de droite comme la soviétisation donc, de la France. La presse de droite se déchaîne. Alors, elle va concentrer ses attaques, d'abord contre les communistes, bien sûr, ça c'était pas tellement étonnant, contre les juifs. Blum est d'origine juive. Et dans la presse d'extrême droite, on voit des articles où on compte les noms à consonance juive qui sont dans le cabinet de Blum. Et donc, vous voyez, ces gens disent, vous voyez, on avait raison. Et puis ensuite, on va aussi mener des attaques politiques très fortes contre certains ministres que l'on a sentis comme faibles, en particulier le ministre de l'Intérieur, Salingro. Et Salingro va être accusé d'avoir, pendant la guerre de 14, d'avoir déserté en quelque sorte, puis d'être parti alors qu'il aurait dû être au front, etc. Et Salingro, finalement, devant ces attaques, va se suicider. Bon. Donc, voilà un petit peu l'atmosphère, qui est une atmosphère qui devient de plus en plus sombre. Et finalement, la principale difficulté du Front populaire, c'est le fait que les classes moyennes, eh bien, représentées par le Parti radical, veulent assez rapidement arrêter l'expérience du Front populaire. Après tout, dira bientôt Daladier, eh bien, on a réussi à empêcher les ligues de prendre le pouvoir, c'est pas la peine de continuer dans cette voie. Et donc, à partir de ce moment-là, les choses vont devenir de plus en plus opaques, plus compliquées. Et puis, bon, le gouvernement Blum va manœuvrer, et puis Blum va en particulier faire un acte en septembre 1936, simplement 36. Il va recevoir à Paris un ministre de Hitler, et surtout, alors ça c'est, je crois, un événement aussi qu'on connaît mal, il refuse la signature d'un accord militaire que lui propose l'URSS, ce qui aurait couronné le pacte d'assistance franco-soviétique de 1935 qui avait été signé par Laval. Donc Laval signe un pacte, et puis maintenant, lui dit, ben voilà, maintenant il faudrait qu'on passe à un accord militaire, un accord... alors ça, je crois que c'est aussi un événement qu'on oublie trop souvent, qu'on ne connaît pas, et qui porte en germe le pacte germano-soviétique de non-agression de 1939. Parce qu'il est évident que cette alliance que l'URSS propose à la France en 1935-1936, ben, il n'y en a pas. Et puis ensuite, à Munich, ça va être le contraire. Et c'est ce qui explique que finalement qu'on a débouché sur le pacte germano-soviétique. Et puis en février 1937, alors, devant toutes ces difficultés, Blum dit, ben, écoutez, maintenant, ça va être la pause. La pause. Voilà le mot. Le mot qui apparaît. Qu'est-ce que ça veut dire la pause? C'est l'arrêt des réformes. L'arrêt des réformes. En même temps, d'autres événements vont troubler l'opinion publique.
voilà qu'il y a une manifestation de grévistes à Clichy, en mars 1937. La police du Front populaire tire sur les manifestants, 5 morts. En même temps, cette fois-ci, devant, si vous voulez, toutes ces difficultés, les sénateurs radicaux vont s'enhardir. Il faut savoir que sous la Troisième République, il fallait que une loi, une mesure soit prise à la Chambre et au Sénat, et que le Sénat pouvait tout bloquer. Bon, alors qu'aujourd'hui, si la Chambre vote une loi, le Sénat dit non, on revient à la Chambre, et puis, lorsque le vote est le même, eh bien c'est terminé, la loi est adoptée. Et là non, le Sénat refuse donc à Blum les pleins pouvoirs que celui-ci réclame. Alors le Front populaire est désormais moribond. C'est un radical qui devient président du Conseil, Jotan. C'est un radical qui est toujours soutenu par les 3 partis du Front populaire. Les communistes votent pour Jotan, avec les socialistes, avec les radicaux. Qu'est-ce que fait Jotan? Il a, dans un premier temps, il continue le travail qui avait été engagé, c'est-à-dire la nationalisation des chemins de fer. Il y avait de multiples sociétés de chemins de fer, et donc c'est à ce moment-là que va naître de la réunion de toutes ces sociétés la Société nationale des chemins de fer, la SNCF. Mais Jotan va aussi rester inactif au moment où Hitler va annexer l'Autriche. Donc, finalement, vous voyez, la guerre d'Espagne, maintenant, Hitler annexe l'Autriche, on se rend compte qu'on va vers une conflagration générale. Et c'est à ce moment. Alors, le Parti communiste va proposer quelque chose à ce moment-là qui a été mal apprécié par un certain nombre de gens qui ont dit quand même, là, il abandonne le Front populaire. Le Parti communiste propose un front français, c'est-à-dire un front français qui irait donc de lui, du Parti communiste, non pas simplement jusqu'aux radicaux, mais jusqu'à la droite nationale. C'est un échec. Et pourtant, quand on y réfléchit, ce front français, c'était une anticipation de ce qui sera la résistance. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte qu'il y avait des gens de la droite classique qui n'étaient pas d'accord pour donc une politique donc de non-intervention en Espagne, et aussi une politique finalement qui tournait le dos à la fermeté qu'on était en droit d'attendre d'un gouvernement français vis-à-vis de Hitler. En mars 1938, Blum revient au pouvoir, et de nouveau, il se heurte à l'opposition du Sénat. Et le Sénat, donc, le Sénat, le bloc, le Sénat repousse ses propositions. Blum va démissionner à nouveau. Il est remplacé par Daladier, donc un radical, toujours avec la majorité de Front populaire. Les communistes n'étaient pas enchantés de voir Daladier, mais finalement, bon, Daladier est un radical, c'est un républicain, et ils vont voter avec les socialistes et avec les radicaux, mais la droite va aussi voter pour Daladier. Ce qui veut dire que Daladier se rend compte qu'il n'a pas besoin de tous les partis, et en particulier, il n'a pas besoin des communistes pour continuer à gouverner. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un événement de politique étrangère important, c'est le fait que Hitler prépare l'annexion d'une partie de la Tchécoslovaquie. D'ailleurs, l'affaire est un peu compliquée parce que la Tchécoslovaquie, c'est un État inventé de toutes pièces par Clemenceau, à moment de 1918, au moment de la Première Guerre mondiale, où on a mis ensemble des Tchèques, des Slovaques, de la Tchécoslovaquie, mais on a mis aussi ensemble des Allemands, des Sudètes. Et donc, Hitler considère que ces Allemands des Sudètes, en fait, on ne leur a pas demandé leur avis, ce qui était vrai d'ailleurs, on n'a rien demandé du tout. Et donc, que lui, il va défendre les Allemands qui sont en Tchécoslovaquie. Donc, il réclame donc, en fait, une partie de la Tchécoslovaquie. Et le 30 septembre, à Munich, Daladier va signer avec Hitler et avec Mussolini, avec Chamberlain, des accords qui acceptent l'annexion d'une partie de la Tchécoslovaquie. Et là, cette fois-ci, on peut dire que c'est fini parce que le Parti communiste est le seul à s'opposer aux accords de Munich. Et la mort du Front populaire, c'est le 30 septembre 1938. Alors, le Front populaire, il est mort, bien sûr, en septembre 1938, mais il va continuer à inspirer. Il va continuer à inspirer donc les partis qui,
faisait partie. Hein, pendant des années, pendant des décennies, il va inspirer la stratégie d'union de la gauche aussi en France. Il a inspiré, nous l'avons vu, le Front populaire en Espagne. Il inspirera le Front populaire au Chili. Il inspirera aussi des Fronts populaires dans plusieurs pays. Est-ce que le Front populaire peut être un modèle pour d'autres pays? Oui, en partie, puisque c'est bien ce qui s'est passé. Mais il faut reconnaître aussi que souvent, ces expériences ont été des expériences assez brèves. Le Front populaire en Espagne, il n'a pas duré très longtemps. Le Front populaire au Chili, ça a été un petit peu la même chose. Alors, que reste-t-il aujourd'hui du Front populaire? Des mesures sociales, jamais remises en cause, comme les congés payés. Il reste des souvenirs, et il reste enfin une expérience à méditer. Je vous remercie. Je concède que j'ai été un peu rapide sur pas mal de points, mais j'ai préféré ne pas aller dans les détails au cours de l'exposé, parce que je pense que ça aurait alourdi le propos, et je suis prêt à répondre donc à vos questions. Voilà. Merci à Jean-Sac pour cet exposé. Il considère qu'il est rapide, mais il est très complet. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont se poser pour approfondir un certain nombre de points. Donc la parole au premier ou à la première qui veut l'attendre. Ça paraît intéressant. Alors, chacun y voit dans le 36, on peut regarder. Parle dans le micro. Ah ouais, c'est vrai. Chacun peut y mettre un contenu avec un vécu et beaucoup de choses. Moi, ce qui me paraît intéressant dans le 36, c'est la prise de conscience de classe, puisque tout s'est construit essentiellement sur des luttes. C'est-à-dire que les travailleurs ne sont pas restés là au pied en disant on a mis un gouvernement en place sympathique, donc laissons faire. Non, il y a eu une prise de conscience de classe. C'est ce qui m'intéresse. Après, je me demande, pour la question, si cette conscience n'a pas été. Alors je vais résumer. Si 47, les années 45-47, aurait été la même chose sans cette prise de conscience de classe. On ne peut pas réécrire l'histoire. Mais bon, je me pose la question. Par contre, je m'interroge, c'est pourquoi la classe ouvrière n'a pas pesé plus sur la non-intervention. Pourquoi on n'a pas été plus fort sur cette solidarité de classe-là. Et on l'a payé peut-être un peu cher. On l'a payé cher, les tergiversations, on a laissé faire Franco et les siens, avec l'Allemagne et tout le monde s'y mit, sauf nous. Alors je pense qu'on l'a payé. Alors là, je pense peut-être qu'il a manqué un peu de conscience de classe, disons, au-delà des frontières. Hein. Au-delà des frontières, ce qu'on retrouve peut-être maintenant un peu aujourd'hui. Tu m'as failli me faire enlever le micro. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'en 1936, c'est l'unité qui domine. En 1947, c'est la désunion. Donc, le Parti socialiste est à l'époque un parti qui est en grande partie ouvrier. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce qui, je crois, a été de moins en moins vrai à mesure que le temps a passé. Bon. Ce qui fait que 47, ça ne peut pas être 36, à mon avis, à cause de la division. En ce qui concerne mon intervention, j'ai essayé de mettre en évidence assez tôt que le Front populaire n'était pas aussi fort que ce qu'on aurait pu croire. Que les classes moyennes, elles ont un peu traîné les pieds, que le Parti radical, qui est un parti charnière, il n'avait pas du tout envie d'aller plus loin. Voilà, et moi, à mon avis, si vous voulez, c'était inévitable, hein, inévitable de faire la non-intervention. Voilà, c'est peut-être un peu, je sais pas, un peu cynique, mais en fait, le Sénat aurait renversé Blum, c'est presque sûr. Hein. Bon, je ne fais pas un panégyrique de Blum, si vous voulez, il a ses défauts, mais je crois que, regardez quand même, quand le Parti communiste organisait des grandes réunions avec des slogans, des canons, des avions pour l'Espagne. C'était un enthousiasme extraordinaire, oui. En même temps, les dirigeants communistes savaient très bien que Blum essayait d'envoyer des armes en Espagne. C'est ce qu'il a fait. N'oubliez pas que quand même les dirigeants du Parti socialiste dirigent la République espagnole.
Et on a raconté que, en fait, je ne sais plus quel était le dirigeant espagnol, je crois que c'était Del Valle peut-être, je ne sais pas, qui va voir Blum, et puis il lui dit, mais faites quelque chose. Et Blum, alors, Blum, souvent les caricaturistes se moquaient de lui. Il le montrait avec des larmes, il pleure. Il paraît qu'il a pleuré, et puis il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si je vous envoie des armes et tout, les radicaux me lâchent, c'est fini, le Sénat, c'est terminé. Et l'autre, il a dit, ben oui, vous continuez. Bon, voilà. Alors, moi, je crois qu'en effet, c'était très difficile. Hein. C'était cette fameuse constitution qui faisait que les députés n'avaient pas, finalement, les sénateurs avaient le droit de veto pratiquement, et que le Sénat, la droite plus une partie des radicaux, eh bien, n'était pas du tout d'accord dans cette affaire. Bon, voilà. Vous savez, en fait, finalement, la guerre d'Espagne aurait pu changer beaucoup parce que il se trouve que en 1939 encore, autour de Madrid et de Valence, il y a une partie de l'Espagne qui est toujours dirigée par les républicains. Et comment ça s'est passé? Il y a eu un soulèvement du colonel Casado qui a tendu la main à Franco, donc c'est une véritable trahison. En fait, l'armée de Franco est épuisée et elle ne lançait plus d'attaques importantes. Si ça avait duré 6 mois de plus, c'était la Seconde Guerre mondiale, et à ce moment-là, la République espagnole était du côté des Alliés, ça changeait tout. Voilà, alors bon, avec des si, on peut refaire évidemment l'histoire, ça c'est sûr. Les orientales, c'est les caries de Rodez. Les caries de Rodez se mettent en grève contre leur patron radical en octobre 1936, parce que le patron radical veut imposer la loi de préférence nationale à l'embauche. Cette loi qui avait voté par Herriot au début des années 30. Donc là, on voit déjà un premier hiatus dans ce Front populaire entre des carriers menés par des communistes et un patron radical. Parce qu'en même temps qu'ils sont pour, j'allais dire, partager le travail avec les Espagnols et les Italiens qui sont dans les carrières, ils soutiennent la République espagnole. Et ils soutiennent activement, malgré les difficultés d'une grève très longue, la République espagnole. Donc je crois que dans le cœur de la classe ouvrière, il y a une solidarité forte, surtout dans ce département où nous avons tous des racines avec l'Espagne extrêmement proches, et une solidarité forte avec l'Espagne. Deuxième aspect, je voudrais aussi revenir sur quelque chose qu'on a découvert récemment, c'est ce côté, ce Front populaire qui se forme sur une base antifasciste. Et on a quelque chose d'extrêmement fort, c'est que le premier endroit où l'unité s'est faite, c'est dans le mouvement sportif. Dès 1934, les organisations socialistes et communistes de sport ouvrier fusionnent dans la CGT. Et pourquoi est-ce qu'elles fusionnent? C'est parce qu'il y a depuis, j'allais dire, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, un grand mouvement dans le milieu sportif, j'allais dire, de boycott des Jeux Olympiques de Berlin pour cause d'antisémitisme. Et donc, je veux dire que par là, ce mouvement sportif est à l'avant-garde de ce qui va devenir la réunification de la CGT et la création politique du Front populaire. Et donc ça, c'est des choses qui sont importantes à rappeler, comme quoi le monde ouvrier, dans sa partie la plus consciente, a été très tôt sur une base, j'allais dire, antifasciste. Je voudrais simplement souligner la cohérence historique de ce qui va arriver après. Lucien Sampex, qui était chef de la rubrique étrangère à l'humanité et qui était en Espagne, qui avait été envoyé en Espagne, a écrit un article au moment de la bataille de Madrid, qui est resté célèbre et qui s'intitulait « La défense de Paris commence sous les murs de Madrid ». Ce qui est important à dire, c'est que les communistes ont déjà la vision de ce qui va arriver avec la montée de l'hitlérisme, du fascisme italien, parce qu'on oublie, entre parenthèses, de parler des aventures impériales de Mussolini en Éthiopie, etc. Donc déjà la nature, parce que ce que dit l'Alliance, ce que dit les gens du Front populaire, c'est la nature impérialiste et la nature guerrière du fascisme et de l'hitlérisme. Et qu'il y a une cohérence historique. Et quand on voit ce qui se passe, les renonciations successives, à la fois de la France et de l'Angleterre,
Et alors il y a Munich, mais il y a l'annexion de l'Autriche, il y a le réarmement naval allemand avec l'accord des Anglais, le fameux accord naval britannique-allemand, qui donne, où les Britanniques donnent quitus à l'Allemagne de pouvoir recréer une marine de guerre. Ce qui va être à peu près la même chose pour l'aviation, bien que ça ait été plus secret. La cohérence, c'est que ça va aboutir au pacte germano-soviétique. Mais moi, j'enlève Staline et je me dis, si je suis soviétique et que je vois ce que font les démocraties occidentales, mais je signe les deux mains tout de suite. Bon, c'est moins évident les clauses secrètes du pacte. Mais sur cette volonté, il y a une capitulation, qu'on le veuille ou non, des forces dites de gauche par rapport à la guerre. La guerre d'Espagne, c'est le premier acte de la Seconde Guerre mondiale. Et par rapport à ça, il ne peut pas y avoir d'autres issues que soit se mettre d'accord avec l'Union soviétique contre les fascismes, ou alors c'est la politique qu'on va connaître, avec y compris les communistes, les députés communistes ne participeront pas au débat sur les pleins pouvoirs à Pétain parce que la majorité d'entre eux étaient déjà incarcérés. Le gouvernement français de Laval d'ailleurs et de l'URSS, à mon avis, aurait pu aller plus loin. Et là, c'est Blum qui finalement a tout arrêté. Je crois qu'il faut insister là-dessus, parce qu'une partie de l'armée française était tout à fait d'accord. Tous les officiers français, les généraux français n'étaient pas avec les ligues. Et il y a en particulier un jeune lieutenant-colonel qui s'est montré particulièrement je dirais, proche finalement dans cette affaire d'un accord entre la France et l'URSS sur le plan militaire, c'est Delà de Tassigny. Ce qui fait que Delà de Tassigny a passé à un moment donné pour communiste, parce que, alors que c'est un homme conservateur, mais il n'a pas de sympathie particulière pour les ligues d'extrême droite. Et il a fait partie de ceux qui ont été en contact avec des officiers soviétiques, et donc c'est pour dire que finalement, ce n'était pas tellement à ce moment-là une question politique, ça devenait une question nationale. Et qu'une partie des gens qui vont se retrouver bientôt dans la résistance, eh bien souvent c'est des gens qui auraient aimé que Blum aille plus loin que ce qu'il a fait, parce que là il pouvait peut-être, il a hésité, il ne l'a pas fait, et donc il pouvait signer cet accord militaire que réclamait l'URSS. Alors il y a des photos dans la presse de l'époque. On voit donc des officiers français, des officiers russes qui viennent à Paris. On dit ça y est, il va y avoir. Alors il est inutile de vous dire qu'il y a aussitôt un déchaînement d'une certaine partie de la presse. Voilà. Donc voilà, Blum a fait un choix. Il a fait un choix qui, semble-t-il, a eu quand même des conséquences assez graves, alors que tout était déjà préparé et qu'une partie de la droite donc était d'accord pour ce genre d'opération. Évoquer l'international socialiste, communiste, pardon, je ne sais plus la combien, c'est la combien, la troisième, voilà. Et elle est souvent présentée comme quelque chose qui domine totalement les partis communistes dans tous les pays du monde, et tu donnes l'exemple, si tu pouvais nous préciser comment cette internationale socialiste, communiste, oui, c'est rien, tout le monde a compris, communiste qui est donnée avec une vision dictatoriale, comment elle est ébranlée par l'argumentation à la fois de celui qui la représente et de Maurice Thorez. Tu peux nous donner des détails ? Des détails. Ça tourne autour de la personnalité. D'abord, la personnalité d'Eugène Dufriel est extrêmement intéressante parce que c'est un homme qui ne se contente pas d'appliquer des directives qui viennent de loin. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui analyse la situation et qui a contribué à ce que l'international communiste évolue. Ça, c'est certain. Et il forme avec Thorez une équipe, et il semble d'ailleurs que le mot de Front Populaire, ce soit lui. D'après Marcel Cachin, c'est Fried, c'est donc Clément, on l'appelait, Fried, qui est à l'origine de cette expression. Donc oui, il y a en fait, comment dire, il n'y a pas une caporalisation, voilà, c'est-à-dire, il semble qu'il y ait une certaine autonomie, mais pas complète quand même.
attention, parce que quand Torres est allé la première fois à Moscou, et il a allé au page, personne ne parle jamais de Staline d'ailleurs, en parenthèse, ce propos. Il ne semble pas qu'il ait joué. C'est Marty qui ce jour-là dit non, et qui emporte la majorité, dit non, Torres est à tort. C'est assez curieux, ça. On n'imagine pas les choses comme ça, c'est un peu plus compliqué. Il y a des gens comme Togliatti, l'Italien, Dimitrov, le Bulgare, André Marty, qui jouent un rôle très important. Cette internationale, elle hésite beaucoup. Voilà. Et puis finalement, au moment donné, ils disent quand même, non, il faut faire quelque chose. Donc je n'ai pas d'autre exemple. Je n'ai pas d'autre exemple que celui-ci, mais il semble que ce ne soit pas un exemple isolé. Moi, sur la signature par le patronat, alors je voudrais rapprocher ceci de souvenirs que j'ai donc de l'époque où j'étais étudiant, où à propos des ligues donc, du 6 février 1934, on parlait aussi de la participation d'un certain nombre de patrons, et je me souviens du nom de Sportugo, qui était le président, directeur général des parfums Coty. Hein. Donc, est-ce que c'est le même patronat qui signe, qui va ensuite se positionner contre dès le mois de juillet, août, voilà. Est-ce que c'est ça? Là, on a l'exemple d'une ligue qui est subventionnée directement par des gens qui ont pignon sur rue, qui sont bien connus, Coty en particulier. Mais justement, ces patrons, ils ont reproché aux dirigeants du patronat français d'avoir finalement signé aussi facilement. Voilà. Et oui, et il y a eu un changement. À partir de ça, eh bien, l'équipe du patronat a été modifiée. Il y a d'autres personnes qui ont été considérées comme beaucoup plus dures dans les négociations que, justement, le patronat qui avait participé aux accords Matignon. Oui, c'est exact. Je pense à une question que je me pose depuis un moment. À propos de Marty, justement, je fais appel là à l'historien que tu es des mouvements viticoles. Marty aurait participé à ces mouvements à Perpignan, notamment à propos du sac de la préfecture. Bon, et il aurait été mis en cause dans cette affaire-là. Alors, est-ce que c'est le même Marty, hein? Est-ce que c'est lui qu'on retrouve ensuite dans l'internationale communiste, mais sur des positions qui sont... Marty a participé aussi, si je ne me trompe pas, à la révolte du Potemkin. Hein, voilà. Donc, voilà, des précisions. Voilà. Il a commencé, il est né à Perpignan, il a commencé anarchisant, semble-t-il franc-maçon aussi, et je vais vous dire pourquoi. Hein, il était à la et il est devenu ensuite officier mécanicien, donc en 1907 d'abord, officier mécanicien plus tard. En 1907, oui, il a participé à l'incendie de la préfecture de Perpignan. Il a été très fier d'ailleurs, hein, très très fier. C'est un peu bagarreur, Marty. On m'a raconté aussi que dans les années 50, c'était l'ancien secrétaire fédéral du Parti communiste qui s'appelait Joseph Albert, qui disait que quand Marty venait dans les années 50, il y avait toujours un pistolet dans la poche. Alors, on se demande pourquoi il a un pistolet. Bon voilà, il dit non. Et quand il arrivait par le train, il me disait, il ne passait pas par les rues et les boulevards. Il dit on passait par les jardins de sélection, etc., pour semer d'éventuels policiers, etc. Bon, Marty, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui, finalement, d'abord, je disais, alors 1907, l'incendie de la préfecture de Perpignan, puis 1918, lorsque le gouvernement français, en violation de la loi, a déclaré la guerre aux bolcheviks, parce que la guerre en 14 elle est faite contre l'Empire allemand, l'Empire autrichien, etc. Et puis ensuite, quand en Russie, eh bien, il y a un mouvement révolutionnaire, on envoie aussi les soldats. Et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, à l'Assemblée nationale, les députés socialistes, notamment Marcel Cachin, qui est un maire socialiste, c'est donc on est en 18-19, disent mais c'est une forfaiture, vous n'avez pas le droit de faire ça. Les marins qui sont sur les destroyers français de la mer Noire, à ce moment-là, à partir des discours à la Chambre des députés, se révoltent, et il y a plusieurs énormes bateaux de guerre qui se pratiquent. Alors je ne sais pas si c'est le rapport rouge, mais enfin, ils sont dans l'insurrection. Quant à Marty, là, ce jour-là,
Marty, il a été mis au fer, mais il n'a pas eu le temps de se révolter. Voilà. Et ce qui a fait qu'on a beaucoup parlé de Marty après, c'est que Marty est devenu, au début des années 20, le symbole de la révolution, parce qu'il est en prison, qu'on lui a collé je ne sais plus combien d'années de prison, alors qu'en fait, il n'a pas eu le temps de faire ça. Et puis, au bout de... Alors, ce qui s'est passé, c'est que les socialistes, les communistes et les radicaux l'ont présenté systématiquement à tout un tas d'élections. Il a été élu 10 fois, 15 fois, 20 fois. Évidemment, il ne peut pas sortir, mais c'était assez extraordinaire. Et puis, un beau jour, dans la presse, qu'est-ce qu'on voit? Un certain nombre de gens qui demandent la liberté pour Marty, 2 amiraux. Alors moi, quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, 2 amiraux, c'est un problème. Quoi. Et pourquoi? Marty était franc-maçon. Il était à la Grande Loge de France. Et quand la Grande Loge de France a mis tout son poids dans la bataille, Marty a été gracié. Bon, ça ne fait pas de lui. Alors, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup au départ, en 1920, il y a beaucoup de socialistes qui sont devenus communistes et qui étaient francs-maçons. Bon, 1920, la scission entre donc, la majorité se déclare communiste et rentre au Parti communiste, et donc, cette majorité, maintenant, va être dans l'international communiste. Bon. Et puis ensuite, la minorité va rester socialiste. Le secrétaire général du nouveau Parti communiste, Frossard, il est franc-maçon. Alors, quand on sait que à l'intérieur de la franc-maçonnerie, il faut quand même se tenir les couilles, mais que dans la franc-maçonnerie, quelle que soit l'obédience, il peut y avoir des gens d'autres opinions, ça pose un problème. Et alors, c'est là que l'international communiste est intervenu. Nous sommes dans les années 23-24. À l'intérieur de l'international communiste, il y a quelqu'un qui joue un rôle très important, qui s'appelle Léon Trotsky. Et Trotsky dit, ça suffit cette histoire, c'est plus possible. Et c'est Trotsky qui a fait adopter une mesure disant qu'un communiste ne pouvait pas être franc-maçon. Voilà. Donc, voilà. Et donc, finalement, alors, quand Marty sort de prison, je crois que c'était un 24 ou 25, je ne sais pas, il faudrait vérifier. Marty, il n'a jamais été vraiment aidé, est-ce qu'il était social, je ne sais pas, il va hésiter. Est-ce qu'il va prendre la voie de l'anarchisme ou est-ce qu'il va prendre la voie du communisme? Bon, finalement, il prend la voie du communisme, où ses qualités, quand même, vont jouer un rôle très important, parce que c'est un bon orateur, c'est un baroudeur, hein, c'est un dur Marty, quoi. Voilà. Et il a autour de lui toujours des fidèles, quoi. Voilà. Donc, il joue un rôle important, à la fois à l'intérieur du Parti communiste, et aussi à l'intérieur de l'international communiste. Voilà l'histoire de Marty. Hein, donc, et dans cette affaire-là, Marty n'était pas tellement d'accord avec le Front populaire. Il a été obligé d'accepter. Cette question justement de qui a fait quoi à quel moment. Figurez-vous que j'ai une vieille amie qui m'a fait la révélation suivante, qu'elle avait donc reçu donc, avant la Seconde Guerre mondiale, donc pendant la guerre d'Espagne, des pièces détachées d'avions à la rue Pierre-le-Franc. Hein, elle s'appelle toujours, parce que je ne pense pas qu'elle soit morte, Pierrette Fabresse. Et elle était, d'après elle, du clan Marty. Voilà. Alors, donc, c'est dire que ce personnage a eu... Marty a été le représentant de l'international communiste en Espagne républicaine, notamment par les franquistes et quelquefois par peut-être d'autres personnes qui n'étaient pas franquistes, en disant qu'il avait été vraiment extrêmement dur. Hein, voilà, on l'a appelé le boucher d'Albacete. Apparemment, c'était quand même très exagéré. Voilà, ça c'est sûr. Mais c'était quand même quelqu'un qui brutalisait un peu les gens, quoi. Voilà. Dans les rapports, d'ailleurs, le roi Ladurie, l'historien qui a été communiste, il le dit dans son livre qui s'appelle Montpellier-Paris, PC-PSU, parce qu'il était au Parti communiste, puis au PSU. Et il dit André Marty venait nous faire la leçon. Et puis nous, on l'écoutait, et en fait, il nous rudoyait, quoi. Voilà. Oui, avec un amical salut à mon ancien président. Ma question porte sur les incidences économiques des réformes
de 36. Bon, tu nous as parlé d'une histoire qui dure 2 ans. Est-ce qu'on a une évaluation de ce que ça a produit du point de vue, on dirait aujourd'hui, du point de vue du PIB, du développement de l'économie nationale? Tout à fait contradictoire. Voilà. Les économistes ne sont pas d'accord, les historiens de l'économie ne sont pas d'accord. Ça ne recouvre pas obligatoirement des opinions politiques. Hein, mais les uns disent que les 40 heures ont été catastrophiques pour l'économie, d'autres disent qu'au contraire, elles ont permis une relance. Et très franchement, moi j'ai pas d'opinion parce que je ne suis pas historien de l'économie, je ne sais pas exactement que dire. J'aurais tendance à penser que ça n'a pas eu une influence négative comme on le dit, mais je n'ai pas vraiment d'éléments. Il y a une opposition là entre les économistes, les historiens de l'économie plutôt. Oui, moi je m'interrogeais par rapport à ce qui va se passer après avec la déroute de l'armée française. Est-ce que dans la politique du Front populaire, est-ce qu'on peut trouver là des causes de cette faiblesse de l'armée française face à l'invasion allemande? Ça a été avancé, mais ça par contre, alors là, il ne semble pas que ça soit très sérieux. Par contre, il y a un élément qui n'est pas souvent avancé, qui me paraît important, c'est que la guerre de 14 a été terrible, une guerre terrible. Des gens qui ont resté des mois dans les tranchées, on les faisait sortir, on les mettait au canon, ils étaient mitraillés, etc. J'insiste là-dessus parce que finalement, les officiers français de 1940 sont souvent des anciens combattants de 14. Et on a remarqué que face à la rue allemande, souvent, il y a des officiers qui sont partis. Il y a pas mal d'officiers qui ne sont pas restés avec les soldats. Et c'est un certain nombre de gens qui ont écrit leur mémoire là-dessus qui disent que ça a été un élément, ça. C'est-à-dire que le corps des officiers, il avait été tellement enseigné à blanc pendant la guerre de 14-18 que d'une certaine façon, il n'a peut-être pas joué le rôle qu'il fallait. Maintenant, il y a aussi des impondérables. On s'est aperçu récemment que, par exemple, quand l'armée allemande a fait la percée dans les Ardennes, à certains moments, des centaines de chars sont restés comme ça, coincés dans une vallée, et qu'il n'y a pas eu de réaction de la part de l'aviation française. Bon, alors, est-ce que... il y a eu... Au niveau commandement, l'armée française n'était quand même pas au top niveau, hein, ça c'est sûr. Ça n'a jamais été le fort de l'armée française. Les Allemands disaient l'armée qui serait la plus forte du monde, ce serait une armée des officiers allemands et des soldats français. Cette excellente conférence. Je vous signale que nous sommes en fin d'année et que c'est l'occasion de réadhérer pour ceux qui sont déjà, ou d'adhérer pour ceux qui n'y sont pas, à l'Université populaire du travailleur catalan, ça coûte 5 €. Et pour ceux qui veulent, à la suite, là, on vous propose de manger tous ensemble l'ouliade, il y en a aussi pour 5 €, il faut prendre le billet là-bas, qui a été préparé par notre ami Barboufat. Alors à cette occasion, je vous signale que le travailleur catalan vient de sortir son numéro spécial Papy en fête sur la gastronomie et les vins, où on trouve de nombreuses pages avec les recettes de Barboufat. Alors ce numéro est en vente là-bas pour 3 €. Et comme je parle du TC, je voudrais quand même dire que bon, tout le monde sait qu'il y a des grosses difficultés dans la presse aujourd'hui. Je ne vais pas citer la liste des journaux qui licencient des dizaines de journalistes, qui suppriment des dizaines de postes. Et le TC, bien entendu, bon, il ne peut pas supprimer de postes vu que la quasi-totalité des gens qui travaillent dedans sont des bénévoles. Mais ceci étant, ce que je veux dire, c'est que le TC, bien entendu, comme toute la presse papier, est en difficulté, et j'irais même plus que toute la presse papier, parce que c'est un journal d'opinion qui assume ses opinions, et donc évidemment, on se retrouve en face à de grosses difficultés. On a besoin de gagner quelques centaines d'abonnés si vous voulez que le travailleur catalan, et donc l'université populaire du travailleur catalan, puisse continuer. Dans l'état actuel, il est évident que si on n'a pas un sursaut sur ce niveau-là, je pense que d'ici 1 an ou 2, il n'y aura plus d'université populaire du travailleur catalan, parce qu'il n'y aura plus de travailleur catalan, qui, comme l'a rappelé Jean Sagne, a été créé il y a 80 ans par Marty, justement, d'ailleurs. Je pense que on a fait un appel à souscription, parce que on a besoin de fonds, mais si parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas abonnés aux travailleurs catalans, c'est l'occasion, il y a des bulletins d'abonnement, et c'est aussi une manière d'avoir, je dirais, une bonne presse.
seul journal de gauche du département, mais aussi, surtout, de soutenir le travailleur catalan. Alors je vous remercie et encore merci à Jean Salle pour cette excellente. Barboufat. Barboufat. C'est bon. Laquelle Martinienne? Que du légume pour laquelle? Ouais. On travaille nous. C'est quoi la télé de Moscou? Oui. Communiste ou socialiste?